Vous les aimez pas beaucoup, les Verts? Pas du tout. Et pourquoi? Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Indécis. Je vais enlever mon masque puisque nous sommes à la bonne distance avec mon invité pour ce numéro, Julien Audoul. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être sur Indécis. Vous avez l'habitude de faire des interviews comme ça sur les réseaux sociaux, sur Internet, ou c'est que la télé généralement? Généralement, c'est plutôt la télé, donc je suis bien content d'être chez vous pour un nouveau genre et puis pour une interview un peu plus décalée. C'est important les réseaux sociaux aujourd'hui pour faire de la politique. On a l'impression que tout le monde veut s'y installer, Marine Le Pen y compris d'ailleurs, on va en parler. Oui, c'est important pour faire passer ces messages. Beaucoup de nos concitoyens, et notamment les plus jeunes, y sont. Pour autant, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la politique. Il ne faut jamais oublier le terrain, il ne faut jamais oublier la proximité. Moi, je continue à faire des marchés, du porte-à-porte, rencontrer les gens en réel, en direct, parce que c'est aussi ça la politique. Vous êtes porte-parole du Rassemblement national. Ouais. Ça veut dire quoi, porte-parole, en gros? C'est tout simplement représenter le mouvement, représenter ses idées, sa candidate, défendre nos convictions, notre projet pour la France face à nos adversaires, qu'ils soient macronistes, LR. C'est aller dans les médias, évidemment, et puis c'est tout simplement incarner et représenter notre courant de pensée. Vous êtes toujours d'accord avec les messages du parti? On porte la parole d'un parti, donc vous êtes toujours d'accord avec ce qui est annoncé, ce qui doit être défendu? Quelquefois, vous dites non, je dirais pas ça. Non, si j'ai rejoint le Rassemblement national, c'est que je suis à 95% d'accord avec Et alors pour le les 5% corpus. restants, les 5%, qu'est-ce qui se passe On ne peut pas être d'accord à 100% évidemment, il y a des nuances, heureusement, on n'est pas dans une caserne, on n'est pas des robots, on a tous des sensibilités différentes, qu'elles soient sociales, qu'elles soient sur l'international, on a des manières de s'exprimer qui sont différentes en fonction des porte-paroles. D'ailleurs, pour autant, il y a une discipline de parti. Quand on défend une candidate, quand on défend un mouvement, évidemment, on se plie à la ligne et aux idées que nous sommes censés représenter. Est-ce que c'est vrai que vous avez été au PS au début de votre carrière? Alors ça, c'est Wikipédia. Alors justement, c'est ce qu'on lit, c'est pas vrai? C'est Wikipédia. Non, j'aurais bien aimé avoir une carrière, à faire toutes les étiquettes partisanes. En fait, non, mais il n'y a pas de honte, même si c'est vrai. Bien sûr, heureusement. On voit qu'il y en a plein qui changent de parti, que ce soit à gauche pour aller à droite. Moi j'ai changé, j'ai travaillé au centre. Parti socialiste, non, j'ai jamais été socialiste. En revanche, il est vrai que j'ai pris ma carte au PS pour pouvoir voter à la primaire de 2006. Voilà, parce que moi, je suis un traumatisé de 2002. C'est-à-dire que je n'ai pas pu voter, j'avais 17 ans. C'est énorme ce que vous allez me dire là. Vous avez pris votre carte pour voter oui. Parce que vous étiez traumatisé de ce qui s'était passé en 2002? Exactement, parce que moi j'avais envie de participer. J'avais vu qu'il y avait énormément d'abstention. J'avais 17 ans, donc je ne pouvais pas voter à ce moment-là. Et donc pour pouvoir désigner le candidat de la gauche et pouvoir participer tout de suite à cette grande émulation démocratique, à l'époque, il fallait prendre sa carte pour pouvoir voter. C'était une primaire fermée. Oui, bien sûr. Voilà, donc j'ai pris ma carte en 2006 et j'ai voté Laurent Fabius, notamment pour ses positions contre le traité constitutionnel européen. D'accord. Et ça veut dire qu'en fait, vous n'auriez pas pu adhérer au Front National de Jean-Marie Le Pen? Non, non, je l'ai toujours dit, le Front National de Jean-Marie Le Pen, même si j'ai toujours partagé certaines idées parce que je suis patriote, parce que je suis attaché à l'identité nationale, parce que j'aime profondément mon pays et que je pense que la souveraineté nationale est ce qui peut le défendre. Pour autant, Jean-Marie Le Pen, par ses provocations, surtout par son manque d'ambition, peut-être parce que je pense qu'il ne voulait pas le pouvoir. Pour moi, ça ne m'a jamais séduit. Ça ne m'a jamais séduit parce que je n'ai jamais vu que c'était crédible. Marine Le Pen m'a donné envie parce qu'elle a un véritable projet pour la France. Elle a l'ambition de redresser notre pays. Elle ne fait pas ça pour se faire plaisir. Voilà. Et quand je l'ai rencontrée en 2014, j'allais dire c'était le coup de foudre politique. Ouais. Et vous êtes de gauche ou de droite? Je suis ni de gauche ni de droite. Ah, vous êtes macroniste. C'est un peu ça alors. Je suis français. Non mais d'accord, mais je suis français. On dirait que c'est devenu une insulte quand on demande à quelqu'un s'il est de gauche ou de droite à chaque fois. Ah non, mais pour moi la gauche et la droite, ça signifie rien. Ça signifie rien parce que les valeurs de gauche ont été totalement reniées. La gauche s'est soumise à la mondialisation, à l'ultralibéralisme, au communautarisme, au wokisme. Donc c'est quoi les valeurs de gauche? Et la droite, elle s'est soumise à l'européisme, elle s'est soumise également au libéralisme et finalement aux pertes de souveraineté, à l'immigration de masse aussi, hein, parce que ceux qui ont aujourd'hui, ceux qui sont responsables des politiques migratoires sont principalement des élus de droite et des politiques de droite. Regroupement familial, les 1 million de titres de séjour de Nicolas Sarkozy, les 500 000 naturalisations, tout ça c'est la droite. Donc je ne peux pas me reconnaître dans des gens qui ont trahi le peuple français et qui ont fait tout l'inverse de ce qu'ils proposaient. Et vous n'êtes pas l'extrême droite alors? Et encore moins d'extrême droite. Mais alors pourquoi on vous appelle l'extrême droite, le Rassemblement national? Pour nous diaboliser, pour nous insulter, pour essayer de faire peur.
En fait, depuis des années, on appelle extrême droite tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le système, tous ceux qui veulent moins d'immigration et plus de sécurité, plus de France et moins de mondialisme. On les appelle extrême droite finalement pour les entacher d'infamie et pour les rejeter. Mais la réalité, c'est que l'extrême droite dans notre pays, c'est une décision bien précise et ça représente à peine 1% aujourd'hui dans le champ politique. Éric Zemmour, il est d'extrême droite? Non plus. Éric Zemmour, c'est un candidat qui, je pense, est sincèrement attaché à nos valeurs et attaché à la défense de la France. Pour autant, c'est un candidat qui n'a aucune chance de gagner et qui aujourd'hui fragilise le camp national qui est porté par Marine Le Pen. Ça va lui faire plaisir, ce que vous venez de dire là. Bah, je dis la vérité, après... Mais si au second tour, vous voterez Éric Zemmour? Parce que ce sera soit Éric Zemmour, a priori. Enfin, j'en sais rien. Ce sera Marine Le Pen surtout, vu les sondages. Non mais d'accord, mais aujourd'hui c'est Macron face à Le Pen au second tour. Bon, une élection c'est long, vous le savez très bien. Demain ça peut être Mélenchon face à Zemmour, ça peut changer. Vous voterez quoi? Oui, alors déjà ça se rapproche parce que c'est dans 3 mois. Hein. Dans 3 mois c'est le premier tour. Et toutes les certitudes, et d'ailleurs c'est confirmé par les sondages depuis 5 ans, c'est que le match se fera entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Vous savez, souvent, vous aimez bien le football, souvent on donne un pronostic de finale et c'est jamais le même qui arrive. Donc je dis pas que vous avez tort, hein, j'en sais rien. Et peut-être que ça va être la première fois que ça va changer. C'est-à-dire que le match annoncé va se produire, sauf que ce sera l'ordre différent et que Marine sera en tête. Vous ferez un autre métier que de la politique un jour, vous pensez? Ah oui, bien sûr. J'ai fait, déjà ma formation c'est historien. Donc j'espère... Mais un jour après, plus tard, il n'y a pas de truc que vous avez envie de faire? Ah si, il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Mais déjà, j'ai envie de mettre toute mon énergie pour sauver mon pays, pour défendre mes concitoyens. Donc porter Marine Le Pen à l'Élysée, ce serait déjà beau. Vous avez été mannequin? Oui. On vous en parle souvent de ça? Vous avez fait la couverture du magazine Têtu? Oui. C'est étonnant pour un homme politique d'avoir été mannequin, d'avoir fait la couverture de Têtu, qui est un magazine gay. Est-ce que quand on est au RN aujourd'hui, est-ce que vos collègues au RN vous en parlent? Est-ce que c'est des fois gênant ou pas du tout? Alors pas du tout. On m'en a jamais parlé quand je suis arrivé au Rassemblement national. Pour moi, ça fait partie de ma vie d'avant. J'ai eu plusieurs vies avant la politique et j'en suis très fier. Ça m'a permis notamment de financer mes études à l'époque. Ça a été une expérience passionnante et je ne regrette pas du tout. On m'en a un peu reparlé lors de la campagne des régionales où on a essayé... Vous étiez candidat? J'étais candidat en Bourgogne-Franche-Comté. On a essayé d'exhumer des vidéos pour essayer de flétrir ma réputation, sauf que les Français en 2021 aujourd'hui s'en moquent de ça. Ils ont bien raison d'ailleurs, et moi je suis très fier de ce que j'ai fait avant, et d'ailleurs j'avais dit à tous ceux qui ont des problèmes avec les photos, vous ne les regardez pas tout simplement. Et puis tous ceux qui ont envie même de me porter préjudice, surtout qui n'hésitent pas à les partager, ça pourra me faire gagner des voix. Vous êtes pour le mariage pour tous? Oui. D'accord. Oui, je suis... C'est un peu une voix dissonante au sein du Rassemblement national? Non, on est plusieurs. Déjà je considère que ce n'est pas une question prioritaire. Pour vous peut-être, mais pour des millions de Français, si, c'est une question prioritaire. Non, plus maintenant. Je pense que c'est une question qui a été tranchée. Ah oui, d'accord, sur le fait de revenir ou pas. Oui, bien sûr. Okay, voilà, maintenant, je crois le mariage pour tous en lui-même. Maintenant, ça s'est banalisé, je dirais. Il n'y a plus trop de débat sur le mariage pour tous. Après, il y a d'autres politiques et d'autres mesures sociétales, comme la PMA, comme la GPA, là, qui portent de vrais problèmes de société. Donc notamment sur la transformation d'un modèle où on va exploiter les femmes du tiers-monde pour porter les enfants avec un commerce des ventres. Tout ça, c'est des vrais sujets importants. Le mariage pour tous, très sincèrement, ça n'a pas enlevé de droit à la majorité des Français, aux hétérosexuels. Ça ne dérange personne. Donc voilà, laissons les Français se marier entre hommes, entre femmes, peu importe. On peut être écolo quand on est au RN? Honnêtement, c'est pas la priorité. Bien sûr que si. Nous, on a toujours été des écologistes de raison, enracinés, pragmatiques. C'est-à-dire que nous, on considère que l'écologie, c'est pas une vitrine, c'est pas une façade, c'est véritablement des politiques concrètes. Et notamment, moins polluer. C'est pas l'idéologie, c'est-à-dire plus d'éoliennes, moins de centrales nucléaires, c'est-à-dire beaucoup plus de pollution et une électricité beaucoup plus chère pour nos concitoyens, mais c'est faire en sorte que la principale pollution qui touche notre pays, qui est les importations, soit diminuée, donc c'est-à-dire du localisme, c'est-à-dire relocaliser ce que l'on peut produire chez nous, c'est-à-dire les circuits courts, c'est-à-dire lutter concrètement pour la biodiversité, mais arrêter avec, je dirais, tout ce vernis idéologique qui est celui d'Europe Écologie Les Verts, qui ne fait rien pour la planète, mais en revanche qui détruit énormément de choses en France. Vous avez déclaré les habitants de la région de Bourgogne-Franche-Comté n'ont quasiment aucune responsabilité dans le dérèglement climatique. C'est vrai.
Non, mais dans ces cas-là, oui, dans chaque région, personne n'a aucune responsabilité. Vous voulez déresponsabiliser en France, c'est électoraliste de dire ça. Ah non, c'est pas électoraliste, c'est la vérité. En fait, on a des politiques qui font porter la responsabilité aux meilleurs élèves de la classe, finalement, de périls, de cataclysmes, en fait, qui ne nous concernent pas. Qui ne nous concernent pas parce que nous ne sommes pas responsables. Mais vous êtes français. Oui, je suis français. Les gens de Bourgogne-Franche-Comté, ils sont français. Oui. Donc on est tous dans le même bateau, entre guillemets. Et le même bateau français, en fait, ça représente 0,9% des émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que nous, en France, on a fait tous les efforts. On a fait toutes les restrictions. Les agriculteurs ont fait des efforts, les automobilistes font des efforts, les entreprises font des efforts. Voilà, on a des normes et des contraintes qui nous coûtent très cher, sauf que les autres pays, ils ne font pas ces mêmes efforts. Pas tous les autres pays. Des autres pays avec qui nous avons des traités de libre-échange notamment. Ouais. Voilà, donc ce serait bien déjà que les principaux pollueurs de la planète fassent les efforts avant que ce soit les Français qui payent. Mais c'est pas électoraliste cette phrase. Ah non, c'est la vérité. C'est la stricte vérité. Mais donc c'est tous les Français, c'est pas que les... Ah non, mais je disais les Bourguignons et les Franc-Comtois, pourquoi ? Parce qu'on a eu un plan et une mesure en Bourgogne-Franche-Comté, dans la région de Bourgogne-Franche-Comté, qui a été dictée par les Verts, c'était l'urgence climatique. L'urgence climatique en Bourgogne-Franche-Comté, excusez-moi, l'urgence climatique en Bourgogne-Franche-Comté, ça ne concerne pas vraiment les Bourguignons et les Franc-Comtois. Vous les aimez pas beaucoup, les Verts? Pas du tout. Et pourquoi? Parce que on peut avoir des points même si on n'est pas d'accord globalement avec eux. En fait, c'est pas globalement, c'est généralement, parce que sur tous les points, ce sont des gens... Vous vous engueulez grave avec eux. Ouais, c'est vrai, parce que ce sont des gens qui sont dogmatiques, qui sont assez violents, assez sectaires, il faut bien le dire, et surtout qui font beaucoup de mal à la fois à nos traditions, on le voit bien avec des folies, plus de sapins de Noël, plus de Tour de France, plus de viande dans les cantines, je veux dire, toutes ces mesures qui sont totalement absurdes, voilà, qui n'apportent rien à la lutte contre le réchauffement climatique. Par contre, foutre des éoliennes partout, dévaster les paysages, nous emmerder avec les pistes cyclables ou là où il n'y a pas de vélo, et puis imposer des normes à nos agriculteurs qui en ont fait déjà beaucoup, à quoi ça sert concrètement ? Ils ne sont pas tous comme ça. Comme au RN, il y a des gens qui sont très extrêmes. Alors ça veut dire quoi, extrême ? Extrême, c'est avoir des propos, des réactions, des idées extrémistes. Qui sont, alors, c'est-à-dire non, mais si vous voulez, je peux dérouler. Ah ben je veux bien, parce qu'on a une majorité aujourd'hui de nos concitoyens en fait, qui nous rejoignent à la fois sur le constat et sur les propositions. Je pense que quand Marine Le Pen demande l'expulsion des étrangers, des délinquants et criminels, c'est partagé par une majorité de Français, même de gauche aujourd'hui, c'est pas extrême. Quand Marine Le Pen demande la fermeture des mosquées radicales, c'est pas extrême, c'est juste la protection des Français. Quand Marine Le Pen demande des mesures extrêmement concrètes pour le pouvoir d'achat, la baisse des taxes sur les énergies, sur l'électricité, le gaz et l'essence, c'est pas extrême, c'est juste du bon sens pour redonner un peu de marge de manœuvre aux familles les plus modestes. Je vois pas en quoi notre programme et nos propositions sont extrêmes. On va passer à l'actu au choix. Je vous propose 2 sujets. Vous devez en choisir un seul. Est-ce que vous voulez qu'on parle de la vaccination ou est-ce que vous voulez qu'on parle des féminicides? J'ai bien une petite idée, mais... La vaccination, c'est d'actualité, donc on peut en parler. Très bien, on va parler de ça. Même si les féminicides, c'est un sujet extrêmement important. Je suis d'accord avec vous, mais vous faites votre choix. Donc c'est la vaccination. Vous avez déclaré dans un tweet « Jamais ils n'ont visé avec autant de violence les terroristes islamistes, les trafiquants de drogue ou les clandestins criminels. Cette chasse aux non-vaccinés est une infamie. Traquer des Français comme des ennemis du peuple est un scandale. » Oui. Vous voyez, là, ce qu'on disait tout à l'heure, quelquefois, c'est pas un peu exagéré, ça? C'est pas exagéré, c'est à l'image. Vous êtes vacciné vous-même? Moi, je suis double vacciné et triple puisque j'ai attrapé le Covid au mois de novembre. Comme des millions de Français, je ne me suis pas fait vacciner parce que j'avais peur de la maladie. Je me suis fait vacciner parce que je voulais avoir une vie normale. Pour autant, je considère que les Français qui n'ont pas fait ce choix doivent être respectés. L'obligation vaccinale, même si elle est déguisée, n'a pas été assumée par le gouvernement, donc elle n'existe pas. Donc c'est leur choix. J'entends ce que vous dites, mais quand vous dites qu'on n'a pas traqué les terroristes, ces gens-là, on ne va pas les arrêter pour les mettre en prison, ceux qui ne sont pas vaccinés. Or, les terroristes ou les trafiquants de drogue, on les arrête pour les mettre... Si, alors déjà, on les arrête pas beaucoup, non, mais on essaye malheureusement. Ça, c'est un autre sujet. On essaye en tout cas de les arrêter pour les mettre en prison. Aujourd'hui, on dit aux vaccinés, vous ne voulez pas vous vacciner, ne venez pas contaminer les autres. Moi, je ne juge pas le fait qu'ils ne veulent pas être vaccinés. Vous avez raison, on est en France, c'est une démocratie. Chacun fait comme il entend, sincèrement. Maintenant, pour le bien collectif, c'est un choix qui est fait politiquement. Là, aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas les mettre en prison, ces gens-là. Je faisais le parallèle, en fait, entre la violence verbale du pouvoir contre les non-vaccinés et l'absence de violence verbale
contre des délinquants, des terroristes qui, eux, mettent les Français en insécurité permanente. Mais les Français non vaccinés, aujourd'hui, sont considérés comme des sous-citoyens qui ont moins de droits, qui doivent être menacés, qui doivent être mis de côté. Ce que l'on reproche déjà, la politique, alors c'est certes un peu s'adapter, c'est déjà prévoir. Vous avez raison. C'est-à-dire que le vrai problème de cette crise sanitaire, il faut être lucide, ce n'est pas la peste noire. Il n'y a pas des morts sur les trottoirs. C'est une épidémie, évidemment, qui a eu des conséquences majeures. Mais c'est d'abord une crise de l'hôpital public. Pourquoi on est aussi fragile ? Parce que notre hôpital public, en fait, est faible. Parce qu'on a supprimé des lits depuis des années. Parce que notre système de santé, que l'on croyait le meilleur du monde, en fait, il était terriblement fragile et il était sur des béquilles. Donc, quand vous avez un gouvernement qui nous dit « on est en guerre », et qui en même temps supprime 5700 lits dans les hôpitaux. Quand vous avez un gouvernement qui sanctuarise, enfin qui met le paquet sur le soutien aux soignants, mais qui en même temps en suspend 15 000 parce qu'ils ne sont pas vaccinés, mais en fait, où est finalement la logique sanitaire de cette politique ? C'est ça qu'on reproche. On va passer au que oui, que non. Vous devez répondre que par oui ou que par non aux propositions que je vais vous faire. Vous êtes prêts ? Prêt. Que oui, que non. Est-ce que vous serez candidat aux législatives en 2022 ? Ah oui, je suis obligé de vous la poser la question. Je ne peux pas répondre à cette question. Que oui, que non. Est-ce que vous pourriez faire l'émission tous en cuisine ? Non, pour la simple et bonne raison que je ne sais pas cuisiner. D'accord. Mais si vous saviez cuisiner, vous l'auriez fait ? Alors il y a une différence avec Marlène Schiappa, c'est que moi je ne suis pas ministre. Ouais. Si j'étais ministre, je ne la ferais pas. Pour autant, voilà, c'est pas une émission qui est infamante, qui est dégradante. Pourquoi vous ne la feriez pas ? Si vous étiez ministre, j'entends. Parce que je pense que quand on est ministre, on se doit d'avoir un certain respect de la fonction et une certaine hauteur, et on ne peut pas tout faire. Voilà, je pense qu'il faut être à sa tâche, il faut être à 100% à sa tâche. Par exemple, quand Marlène Schiappa arrive à être à la fois ministre et puis à la fois écrire un livre, moi je ne comprends pas. Voilà, je pense que normalement on devrait être ministre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et se dévouer corps et âme à sa mission pour le peuple français. Que oui, que non, on continue. Est-ce que vous avez déjà fumé un joint ? Non. Jamais ? Jamais. Pourquoi ? Parce que c'est de la drogue et je touche pas à la drogue. D'accord. Jamais dans une soirée, vous êtes dit avec des copains ? Jamais une cigarette, jamais un joint. D'accord. L'alcool ? Et je bois pas non plus. D'accord. J'ai plein de vices, j'ai plein de défauts. Ah bon ? Il y en a trois que vous avez rayés d'un coup. Non mais très bien, vous avez le droit bien sûr. Très bien. Que oui, que non. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il faut donner des prénoms français à ses enfants ? Alors oui et non. Là, il faut faire un choix. Là. Si c'est la mesure d'Éric Zemmour, non, parce que je considère qu'on peut être pleinement français, aimer la France, passionnément, être un patriote sans avoir un prénom d'origine française. Pour autant, le prénom est effectivement un marqueur identitaire et donner un prénom français quand on est immigré, c'est une marque d'attachement. Et c'est vrai que des générations d'immigrés polonais, espagnols, italiens, russes ont pu donner des prénoms français pour permettre l'assimilation et la favoriser. Donc je considère que c'est un beau geste d'amour pour la France. Que oui, que non, est-ce que vous pensez que c'est la dernière campagne de Marine Le Pen, si elle ne gagne pas ? J'ai anticipé votre réponse. Je n'en sais rien. Très sincèrement, je n'en sais rien. C'est elle qui décidera. Je pense et j'espère qu'elle gagnera. Et donc elle refera une campagne en 2027. Mais après, c'est elle qui le décidera. Que oui, que non, est-ce que vous pensez que l'équipe de France de football sera championne du monde en 2022 ? Je le souhaite, mais je ne pense pas. Ah bon ? Ouais, je pense que l'ère Deschamps est terminée. On a gagné la Coupe du Monde en 2018. On a eu l'essoufflement, on a vu les limites avec l'Euro l'an dernier. Et je pense qu'il y a une génération qui va partir, qui a besoin de renouvellement. Et même dans les méthodes, je ne vais pas faire le sélectionneur de base. Hein. Vous pourriez, il n'y a pas de problème. Ouais. Comme 65 millions de Français. Mais je pense que malheureusement, on ne gagnera pas la Coupe du Monde. Très bien. On va faire, merci pour ce que vous connaissez, on va faire un retour sur une image. C'est le drapeau européen sous l'Arc de Triomphe. C'est une polémique incroyable. Ouais. Franchement, ça valait vraiment le coup, cette polémique incroyable sur le drapeau de l'Europe. Alors que là, on explique pourquoi. La France va prendre la présidence de l'Union européenne. Elle l'a prise, c'est bon. Elle l'a prise, voilà. Ouais. Donc c'était début janvier, autant pour moi. Et donc, pour marquer, entre guillemets, on a mis le drapeau de l'Europe sous l'Arc de Triomphe. Et alors là, qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Mais si vraiment le débat politique, il en est là, et que ce sont les sujets qu'on va aborder pendant la campagne présidentielle, excusez-moi, mais on va se faire chier. Hein.
Alors, non, vous ne croyez pas? Non, parce que c'est un sujet important, oui. Alors, j'entends bien que c'est, on peut dire, oui, c'est juste un symbole. Mais derrière les symboles, il y a des politiques. Et derrière les politiques, il y a des conséquences sur l'orientation du pays et ce qu'on a envie d'en faire. Pour Emmanuel Macron, la France n'existe plus. La France, elle est noyée dans l'Europe, dans l'Union européenne, parce qu'il y a deux choses. Il y a l'Europe, c'est-à-dire une civilisation, une culture, des pays qui composent un continent, et puis il y a une structure politique qui nous impose globalement deux choses, une vague d'austérité et une vague migratoire. Voilà, ça, c'est les conséquences de l'Union européenne telle qu'elle est organisée depuis le traité de Maastricht en 1992. Nous, on est farouchement opposés à cette structure, à la fédéralisation de l'Europe, et on est des partisans de l'Europe des nations. Et pour Emmanuel Macron, c'est tout l'inverse. Et le fait d'avoir sous l'Arc de Triomphe, qui n'est pas n'importe quel monument, c'est là où sont inscrits les noms des héros de la Révolution, de l'Empire, c'est là où est la tombe du soldat inconnu, mort pendant la Première Guerre mondiale, de retirer le drapeau français et de mettre le seul drapeau européen, moi je considère que c'est une insulte et que c'est grave pour la symbolique qui est derrière. Donc c'est un vrai débat de société, c'est un vrai débat de fond, et le drapeau en fait n'en est que l'illustration. Un cadeau pour vous, avant de parler de la présidentielle avec notre chroniqueur IFOP. Je l'ouvre maintenant. Ah oui, vous l'ouvrez maintenant. Ouais. Parce que Noël c'est fini. Ouais. Alors. C'est un soldat, c'est ça? C'est un soldat, oui, je dirais que c'est un marin, a priori. Je ne veux pas vous contredire, je ne sais pas. Donc, oui, c'est un soldat. Pourquoi on vous a offert un soldat, d'après vous? Peut-être parce que j'ai travaillé pour le ministère de la Défense et que j'ai écrit pour le ministère de la Défense. Et je suis profondément attaché à la communauté militaire, aux hommes et aux femmes qui se sacrifient pour la défense du pays. Et j'ai été très fier d'écrire ce livre sur l'histoire du statut militaire et de la concertation, c'est un peu technique, auprès d'eux. Et donc c'est un très bon souvenir. Vous avez fait votre service militaire vous-même? Non, malheureusement, je suis trop jeune. Vous êtes pour le retour du service militaire? Moi, je suis, à titre personnel, je suis pour le retour du service militaire, oui. Pourquoi titre personnel? Au sein du RN, on n'y est pas... Parce que ce n'est pas l'option de Marine Le Pen, ce que je comprends par rapport aujourd'hui à l'état de nos forces armées. Mais moi, je suis attaché en fait au symbole, voilà, de toute une classe d'âge qui, pendant un temps donné, apprend à vivre ensemble sous les drapeaux et apprend le maniement des armes, apprend l'amour de la patrie. Pour moi, c'est extrêmement beau comme symbole. Oui, porte-parole. Vous avez bien précisé, vous étiez pour vous, mais pas pour le parti. Merci d'avoir été avec nous, Julien Odoul. On va parler de la campagne électorale. On voit des images qui s'affichent sur l'écran avec Marine Le Pen qui est en campagne. Et Jean-Philippe Dubrul nous rejoint de l'IFOP. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors les jeunes, ça va être un vote très important dans les semaines qui viennent, et pour la campagne présidentielle notamment. Le Rassemblement national, de mémoire, alors peut-être que je me trompe, était un parti qui attirait beaucoup les jeunes. Est-ce que les cartes aujourd'hui sont rebattues avec la candidature d'Éric Zemmour? Alors, les cartes sont en partie rebattues, parce que c'est vrai, une partie des jeunes qui projetaient, nous annoncer voter pour Marine Le Pen, va plutôt chez Éric Zemmour. Maintenant, il faut faire attention à ce constat-là, parce qu'on a pu voir, notamment dans les médias, du côté d'Éric Zemmour, on met beaucoup en avant un collectif de jeunes, Génération Zemmour, etc. On montre en tout cas le candidat porté par un collectif de jeunes, comme si finalement la jeunesse au sens large était avec Éric Zemmour. Ben, ça, c'est pas vrai. Ou en tout cas, c'est une mise en scène, une mise en scène assez classique. Parce que ce qui est assez amusant avec les jeunes et les élections en général, c'est que dès qu'une élection présidentielle arrive, tous les candidats, vont mettre en valeur les jeunes, leur programme pour les jeunes, dire que les jeunes sont avec eux, ce qui est assez marrant parce que les jeunes ne votent pas, ou peu. Donc on peut se dire, tiens, c'est bizarre de mettre autant d'énergie à convaincre qu'on a les jeunes avec soi, alors que les jeunes, en fait, ils vont moins voter, beaucoup moins que leurs aînés. Donc ça, c'est le point de vue mise en scène ou affichage que tout le monde fait, mais en tout cas les jeunes qui votent, parce que c'est d'eux qu'on va parler, les jeunes qui votent, comment dire, il y a une partie en effet qui annonce voter pour Éric Zemmour, mais comme, j'ai envie de dire, l'ensemble des Français. C'est-à-dire qu'Éric Zemmour, la nouveauté Éric Zemmour, c'est sa capacité attrape-tout. C'est un truc qui nous a beaucoup surpris, nous, dans les sondages, ou même chez les analystes politiques, les politologues, c'est que on aurait pu se dire, a priori, tiens, Zemmour, il va plutôt attirer les gens du genre qui lisent Le Figaro, le journal où il travaillait encore jusqu'à peu, donc un électorat plutôt âgé, plutôt aisé, plutôt à droite de très longue date. Et puis bah, finalement, non, il attrape un peu partout, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, etc. Mais Zemmour attrape aussi des jeunes, mais moins que Marine Le Pen. Encore aujourd'hui moins que Marine Le Pen? Encore aujourd'hui moins que Marine Le Pen. Là, dans les sondages qui tournent en ce moment,
et je rappelle que les sondages ne sont pas des prédictions, mais on mesure à l'instant ce qui se passe, on a Marine Le Pen autour de 17-18 points, on a Éric Zemmour autour de 13, eh bien, je vais prendre les moins de 35 ans, donc les jeunes au sens large, 19% pour Marine Le Pen, 9% pour Éric Zemmour. Il y a quasiment un rapport de 1 pour 2. D'accord. Donc, la candidate à droite de la droite, alors vous avez eu un débat sur ces définitions tout à l'heure. Moi, je vais parler de droite radicale, qui est une définition de science politique qu'on peut contester par ailleurs, mais en tout cas, si on regarde ce qu'il y a à droite de LR, on va raisonner comme ça, chez les jeunes, c'est 2 fois plus Marine Le Pen qu'Éric Zemmour. Okay. Voilà, donc la candidate de droite des jeunes, c'est Marine Le Pen, c'est pas Éric Zemmour. Et le grand gagnant des jeunes, c'est qui? Alors le grand gagnant des jeunes, ça c'est un truc qu'on mesure depuis peut-être un an et demi. Moi qui personnellement, je relève ma casquette de sondeur, moi personnellement m'a surpris, je remets ma casquette de sondeur, c'est que le candidat qui est le plus fort quand on demande aux jeunes, vous allez voter pour qui, comme l'ensemble des Français, c'est Emmanuel Macron. Mais pour une raison simple, je vais terminer ce point là-dessus, c'est que les jeunes en fait votent de plus en plus comme l'ensemble des Français. Avant, on pouvait dire, tiens, les jeunes, ils sont plus à gauche. C'est vrai, les jeunes étaient plus à gauche que l'ensemble de la population, mais d'élection en élection, ils votent de plus en plus comme l'ensemble des Français. Donc, ils votent autant à peu près Macron. Voilà, il a 28% chez les moins de 35 ans, il a 25 ou 26 chez l'ensemble des Français dans les sondages d'intention de vote. C'est pareil, hein, on va le dire. Marine Le Pen, elle est à environ 17-18, elle est à 19 chez les mêmes jeunes. Donc voilà, il y a des proximités très fortes. Ça se calque en fait entre le grand public et les plus jeunes. Marine Le Pen, est-ce qu'elle va changer d'état d'esprit pour la campagne 2022 ? Bon alors déjà, il ne suffit pas de parler comme un jeune pour séduire les jeunes. Ça, ouais, on a bien vu quand Emmanuel Macron nous a fait le coup du virologue avec son smartphone, à donner des cours, à faire du TikTok, etc. Bon, ça peut évidemment faire sourire, mais ce n'est pas pour autant qu'il apporte des solutions aux jeunes. Je pense que ce que les jeunes attendent... Oui, non, mais bien sûr qu'il leur parle, mais Emmanuel Macron est très bon en communication, on ne va pas se voiler la face, mais pour autant, il y a une limite à ça, c'est que les jeunes, d'ailleurs ce n'est pas les mêmes jeunes, parce que les jeunes qui sont séduits par Emmanuel Macron sont plutôt des jeunes urbains, des jeunes issus de familles plutôt aisées, les jeunes qui sont derrière le Rassemblement national et Marine Le Pen, c'est plutôt la ruralité, la France périphérique et des jeunes de familles plutôt d'origine modeste. Sans doute, mais vous entendez ce que je veux dire quand je dis qu'il ressemble à McFly et Carlito à l'Élysée, il va faire ces formats-là. Marine Le Pen, on ne la voit pas là-dedans. C'est ça que je veux dire. Est-ce qu'on va la voir en 2022 ? Heureusement qu'on ne la voit pas avec McFly et Carlito quand même. Non, mais ça, moi je ne juge pas. Excusez-moi, quand vous voyez dans les jardins de l'Élysée les deux hurluberlus là, qui font des galipettes, la fonction présidentielle, elle en prend un coup. Et Marine Le Pen, alors j'entends, peut-être que c'est une communication peut-être qui est moins sexy pour un certain public, mais c'est le sérieux et surtout la hauteur par rapport à une fonction qui est extrêmement importante, avec des choix de société, de civilisation qui sont graves. Et on pourrait la voir dans des émissions qu'on a vu Éric Zemmour chez Cyril Hanouna, on pourrait la voir dans des émissions comme ça ? Alors c'est prévu qu'elle aille chez Cyril Hanouna pour Face à Baba, donc ça, elle y sera. C'est quand même exceptionnel. Il y a 10 ans, les candidats c'était François Hollande et Nicolas Sarkozy, aujourd'hui on dit Marine Le Pen va aller Face à Baba. Enfin bon, je suis désolé, mais ça se voit avec McFly et Carlito dans ces cas-là. Si vous dites... Non, faut pas exagérer. Après on en pense ce qu'on veut, mais... Ça sera quand cette émission, vous savez ? J'ai pas la date en tête. Mais... Ça sera bon. Ce sera, voilà. Très bien. Mais merci beaucoup d'être venu nous voir en tout cas. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Rassemblement national, peut-être futur candidat en 2022, on ne sait toujours pas. Mais bref, en tout cas, bonne continuation et bonne campagne électorale. Merci beaucoup. Jean-Philippe Durbrul, à l'IFOP, peut-être venu nous voir. On peut vous retrouver, on va retrouver vos analyses sur vos réseaux. Tout à fait, sur nos réseaux, dont un Twitch qu'on a lancé. Donc voilà, si vous voulez discuter en live, on est là un jeudi sur 2. Et je crois que pendant la campagne présidentielle, on ne va pas chômer comme M. Odoul d'ailleurs. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis sur la chaîne Indécis. Baladez-vous, il y a plein d'interviews à regarder. La dernière en date, c'est celle de Marlène Schiappa. Vous pouvez aller voir ce qu'elle nous a raconté. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine interview. Bye. Monsieur Castaner, regrettez-vous à la fin de ce mandat les propos scandaleux que vous avez tenus contre nos forces de l'ordre, en jetant notamment cette suspicion de racisme qui a fait énormément de mal auprès de nos policiers et de nos gendarmes ?